Un lancement, celui du projet Nouvelle Vie au profit des milliers de familles déshéritées. C'était ce matin, lancement supervisé par le président de la République. Et c'était au secteur 22 à Toujounine, Nouakchott Nord. Une condamnation très vive de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, condamnation par l'Assemblée nationale qui a tenu à ce propos une séance plénière aujourd'hui. Et puis un colloque, celui tenu à Nouakchott, qui a commencé à Nouakchott donc aujourd'hui, organisé par les juges, le club des juges et les avocats de Mauritanie, un colloque de 3 jours. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 13 octobre 2023. Un vendredi marqué donc par le lancement de ce projet Hayatoun Jedida, autrement dit une nouvelle vie pour des milliers de familles défavorisées. C'était ce matin au niveau du secteur 22 à Toujounine, donc Muqata de Toujounine, Nouakchott Nord, un lancement supervisé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Nouvelle Vie, un projet novateur qui ambitionne d'offrir tous les services de base ainsi que la propriété foncière aux habitants démunis des Muqata'a de Nouakchott Nord et Sud pour améliorer leurs conditions de vie. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé aujourd'hui au niveau du secteur 22 dans la Muqata'a de Toujounine le lancement de cet ambitieux projet. Ainsi, ce projet permettra à 9118 familles défavorisées résidant dans 28 quartiers informels des 2 wilayas précités d'accéder à la propriété foncière pour améliorer leur qualité de vie. Un projet mis en œuvre par le ministère de l'Habitat et de l'Intérieur avec la supervision de l'Agence de développement urbain pour 453 hectares aménagés comprenant 13 499 lots. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a ainsi reçu des explications inhérentes aux techniques et composantes du projet, ses phases de mise en œuvre et les infrastructures et services publics mis en place pour assurer aux bénéficiaires les conditions de vie adéquates. Lors de la visite, il a donné le coup d'envoi pour le démarrage de l'alimentation des réseaux d'eau et d'électricité à l'intérieur du secteur. Le chef de l'État a mis à profit sa visite pour inaugurer les axes routiers bâtis avant de s'informer de l'opérationnalité des points de vente des produits alimentaires subventionnés mis en place au sein du secteur. Le centre de santé n'a pas été en reste et a constitué la dernière étape de la visite du président de la République où il a également donné le coup d'envoi de fonctionnement de cette infrastructure sanitaire. Il est à noter que c'est dans le souci d'offrir aux citoyens les conditions idéales que les travaux de viabilisation du secteur ont été lancés et ont concerné la construction de 3 écoles fondamentales, un collège, un lycée, d'un centre de santé, d'un commissariat de police et de plusieurs kilomètres de routes bitumées, ainsi que la mise en place des réseaux d'eau et d'électricité dans le secteur. À cela s'ajoutent 10 boutiques de distribution de produits alimentaires subventionnés. L'objectif est de mettre fin aux disparités sociales conformément aux engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Donc 9118 familles défavorisées donc, auront désormais accès à la propriété foncière, à la propriété immobilière, comme vous voulez. Et puis, bien entendu, alors qu'elles résidaient dans les quartiers précaires, dans les wilayas de Nouakchott, Sud et Nord. Et donc, dans ce secteur 22 de Toujounine, 453 hectares ont été aménagés avec 13 499 lots. Lancement donc de ce projet d'un coût de 4,12 milliards d'anciens oubliats. Lancement, c'était ce matin, supervisé par le président
président de la République. Et la cérémonie de lancement a été marquée par 3 interventions, dont celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. La synthèse de ces discours avec Abdoulaye Demba. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sir Ahmed Ould Mohamed, a déclaré que le projet Nouvelle Vie mettra fin à la souffrance de milliers de familles qui vivaient dans des conditions inadéquates. Ces familles auront désormais accès à la propriété immobilière dans une zone dotée de tous les services de base, ce qui leur permettra d'améliorer leur situation économique. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du projet Nouvelle Vie, le ministre de l'Habitat a aussi indiqué que ce projet, dont le coût global s'élève à 4,12 milliards d'anciennes Ouguiya, a pour ambition de mettre fin à l'urbanisation anarchique au niveau de 28 quartiers informels à Nouakchott et de maîtriser l'expansion de la ville de manière régulière. Il a souligné que le département de l'Habitat a immédiatement agi sur instruction du président de la République pour élaborer une approche structurelle et intégrale capable de mettre fin aux conditions de logement inappropriées pour des milliers de familles vivant dans les périphéries de la capitale. Parallèlement à cette action, poursuit-il, il sera procédé en collaboration avec la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour au lancement du processus d'inscription des citoyens résidents dans les bidonvilles uniquement par nécessité, au terme duquel une liste des bénéficiaires a été communiquée dans le souci de garantir la transparence de l'opération. Par ailleurs, le ministre a ajouté que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'infrastructure mis en œuvre par le département de l'Habitat au profit des différents secteurs gouvernementaux conformément aux engagements du président de la République. Pour sa part, le vice-président de la région de Nouakchott, Moussa Ould Souvi, il a souligné que ce projet incarne l'une des composantes de la politique sociale du président de la République visant à mettre fin à la vie difficile de milliers de familles qui ont été contraintes durant des années à vivre dans des zones périphériques où les conditions sont précaires. Il a ajouté que la région de Nouakchott, consciente des conditions difficiles des habitants des quartiers périphériques, s'est efforcée de soulager leurs souffrances en entreprenant diverses interventions couvrant de nombreux domaines prioritaires pour les habitants. De son côté, le maire de la commune de Toujinine, Ahmed Saleh Oulel Vilali, a pour sa part indiqué que le projet Nouvelle Vie s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République visant à fournir les bases d'une vie digne et les éléments nécessaires aux citoyens. Il a mis en exergue l'ampleur des différentes installations mises en place qui permettront l'accès des citoyens bénéficiaires à tous les services de base. Par ailleurs, il a passé en revue la situation de la commune de Toujinine, l'une des plus grandes communes de Nouakchott en termes de population et de superficie, tout en exprimant un ensemble de revendications qu'il considère indispensables au bien-être de la population de la commune, dont la création d'un institut de formation professionnelle et la mise en place d'écoles d'excellence et d'une université. Le maire de la commune de Toujinine a aussi affirmé que certaines familles se plaignent de ne pas avoir bénéficié des opérations d'inscription menées dans le cadre du projet Une Nouvelle Vie. Ça y est, c'est donc parti pour le projet Nouvelle Vie pour des milliers de familles défavorisées. Un projet qui va améliorer nettement, qui va permettre une nette amélioration de leurs conditions de vie, des services de base et surtout l'accès à la propriété immobilière. Venons-en maintenant à l'actualité parlementaire, donc avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. On doit voir les images, hein, voilà. Donc nous avons suivi et suivons encore avec une grande inquiétude le cours de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens. Cette agression qui s'est intensifiée de manière barbare après l'opération de Toufan al-Aqsa, laissant des milliers de martyrs et de blessés parmi les enfants, les femmes, les personnes âgées, détruisant des maisons, des écoles, des mosquées, des magasins, des médicaments et des infrastructures civiles et empêchant l'approvisionnement en eau, en électricité, en carburant et en aide humanitaire. Ainsi, siégeant en séance officielle le vendredi 13 octobre 2023 lors de sa première session ordinaire de l'année parlementaire 2023-2024, l'Assemblée nationale, guidée par les enseignements de la Sainte Religion musulmane, considérant que la question palestinienne est la question centrale des Arabes et des musulmans, rappelant la place qu'occupe la Palestine par rapport à tous les adeptes des religions divines en tant que berceau
des messages, terre des prophéties, dernière destination de l'Isra, le voyage nocturne, début du mirage, première Qibla des musulmans, incubateur de la troisième des deux saintes mosquées, église de la résurrection et première terre sur laquelle les monothéistes ont incarné la tolérance religieuse et la coexistence et la liberté des cultes sous la domination arabo-islamique, principe dont les fondements ont été établis par le pacte d'Omar. Insistant sur la nécessité du respect des droits internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Cour internationale de justice et rappelant les résolutions pertinentes des Nations Unies en la matière, notamment les résolutions 242, 252, 253, 271, 465, 476, 478, 672, 1073, 1322, 1397, 2334 du Conseil de sécurité, les résolutions numéro 181, 303, 225, 1397, 2334 de l'Assemblée générale des Nations unies, les résolutions numéro 150, 159, 184, 192, 196 et 200 de l'UNESCO et l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de la Haye rendu le 7 septembre 2004 sur la légalité de la muraille isolante, estimant que s'écarter du cadre des Nations unies, violer les lois internationales et commettre des doubles standards sont des services gratuits rendus en faveur des individus et groupes extrémistes, créent et encouragent le terrorisme, alimente la violence qui sévit dans cette région du monde, encourageant les États voyous et justifiant l'agression de l'occupation et permettant par voie de conséquence la primauté de la loi de la jungle, affirmant son adhésion au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la souveraineté sur son territoire occupé, son aspiration à mettre fin à l'une des dernières opérations d'occupation au monde, renforçant les mains du peuple palestinien stationné à Jérusalem et dans la périphérie de Jérusalem pour défendre sa terre, son identité et sa religion et le soutenant dans sa résistance face aux opérations de judaïsation en cours. L'Assemblée nationale, le Parlement mauritanien, démocratiquement élu et concrétisant la légitimité populaire, car elle exerce tous ses pouvoirs en tant que représentant du peuple souverain et unique, conformément à l'article 2 de la Constitution. 1. Affirme sa dénonciation des massacres barbares exercés contre des civils innocents en Palestine occupée, notamment dans la bande de Gaza, et exprime sa vive condamnation des tentatives de déplacement forcé en vue du nouveau transfert des Palestiniens. 2. Exhorte la communauté internationale à faire pression sur l'occupant pour qu'il mette fin à la guerre génocidaire qu'il mène contre les Palestiniens. 3. Apprécie la position du gouvernement mauritanien exprimée à cette occasion dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, ainsi que le communiqué des partis politiques mauritaniens de la majorité et de l'opposition. 4. Déclare son adhésion aux résolutions de légitimité internationale et à l'initiative arabe annoncée en 2002, ainsi qu'au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la réalisation de ses aspirations légitimes, à l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Quds Sharif. 5. Invite les libres du monde et tous les amateurs de la paix, y compris les gouvernements, les parlements, les partis politiques, les organisations de défense des libertés et des droits de l'homme et les syndicats à apporter leur soutien au peuple palestinien sans défense dans sa juste cause et à ne se soumettre à aucun chantage dans ce domaine sous quelque nom, prétexte ou bannière que ce soit. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah, le Tout-Grand, a dit vrai et Allah est témoin de ce que nous disons. Ça, c'était donc le communiqué publié ce soir par l'Assemblée nationale pour condamner vivement et dénoncer
l'agression barbare israélienne contre la bande de Gaza. La diplomatie, on y reste encore sur un autre plan avec cette réception organisée par l'ambassade d'Espagne. On doit voir ces images. Voilà, c'est une réception qui a été organisée hier soir à Nouakchott à l'occasion de la fête nationale de l'Espagne. Une réception en présence d'une délégation gouvernementale comprenant 3 ministres, celui des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, celui de la Défense nationale, celui des pêches et de l'économie maritime, un conseiller à la présidence de la République et une conseillère à la primature. Il y avait aussi parmi les présents la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. C'était l'occasion pour l'ambassadrice d'Espagne de saluer les efforts de la Mauritanie pour trouver des solutions pacifiques aux conflits régionaux et continentaux. Le gouvernement mauritanien est un exemple de patience et d'équilibre, a souligné la diplomate espagnole qui a félicité la Mauritanie pour la parfaite organisation des dernières élections législatives, régionales et municipales. Voilà donc pour la diplomatie et la politique intérieure avec donc 5 ministres qui étaient hier devant la presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre des pétroles, des mines et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et enfin de l'environnement. 5 ministres donc pour commenter les travaux du Conseil des ministres au cours de cette conférence de presse, conférence dont voici un résumé avec Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, s'est en premier lieu exprimé dans le cadre du projet de loi relatif à l'organisation des secours d'urgence instituant un dispositif national de préparation et de réponse aux urgences et catastrophes naturelles. Il a souligné que ce projet de loi est fruit des enseignements tirés des défaillances de l'ancien mécanisme. Selon le ministre de l'Intérieur, ce nouveau texte fixe les responsabilités des différents organes, des acteurs étatiques et non étatiques, des procédures et mécanismes d'activation des institutions de riposte en cas de catastrophe. Ainsi, 3 niveaux d'activation ont été mis en place. Le niveau 3 et 2 sont gérés respectivement par le Wali et le ministre de l'Intérieur, tandis que le niveau 1 est piloté par le Premier ministre. Dans les 2 cas, souligne-t-il, ce sont des ressources naturelles qui seront mobilisées, tandis que dans le dernier cas, en plus des ressources naturelles, les partenaires techniques et financiers peuvent être sollicités pour contribuer à la gestion d'une catastrophe majeure. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, Mohamed Abdallahi Woulouli, a présenté un exposé sur la communication à propos de la stratégie sectorielle d'accès universel des zones frontalières du sud et du sud-est du pays. Il a dans ce cadre déclaré qu'une étude a montré que ces zones ne sont pas couvertes par les services de téléphonie mobile et Internet, dont la 4G. Le ministre a déclaré que la mise en œuvre de cette stratégie se fera en 3 phases et touchera plusieurs localités des wilayas du Khode Charghi, du Khode Karbi, du Trarza, du Guidimaha et de la Saba. Il a souligné que dans certaines zones, les populations n'ont accès qu'au réseau des pays frontaliers. À terme, souligne-t-il, l'opération devrait permettre à 230 000 personnes de bénéficier des services des opérateurs de téléphonie. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Ahmed Mohamed, a pour sa part axé son intervention sur le projet de loi relatif à la construction et à l'urbanisme. Il est question, indique-t-il, de combler le vide juridique constaté dans la dernière loi en vigueur depuis 14 ans. Le ministre a souligné que ce texte vise à améliorer la gestion rationnelle de l'espace public, mais aussi à établir des procédures et normes en matière de construction. Ainsi, on ne devrait plus confondre zones résidentielles et zones industrielles. De ce fait, plusieurs types de permis de construction seront disponibles en fonction de la taille de l'usage du bâtiment. Le texte prévoit aussi la digitalisation des services, notamment en ce qui concerne la délivrance des permis de construire. La ministre de l'Environnement, Lalia Camara, s'est appesantie sur le bilan de la campagne de lutte contre les feux de brousse pour l'année 2023-2024. Ce bilan comporte ainsi 1459 km d'entretien et 2376 km d'ouverture de pare-feu.
donc un total de 10 835 km en tout, sur toute l'étendue du territoire. Donc il a été également mis en place 650 comités villageois de vigilance qui ont été redynamisés. Certains ont été mis en place et d'autres ont été redynamisés dans les 7 wilayas agro-silvopastorales. Nous avons également mené 315 caravanes de sensibilisation qui ont été mobilisées contre les feux de brousse dans les différents milieux, mais également aussi bien dans les régions Mourata que communes, et 10 700 km, comme j'ai dit, de pare-feu mécanique, et 1300 d'entretien et 2300 d'ouverture. À cela s'est ajouté également 4000 km de pare-feu manuels, donc qui sont faits par les populations elles-mêmes, les associations villageoises, mais également les AGLC, pour ceux qui connaissent. Il a également été mis en place 10 brigades mobiles, mobilisées dans les 7 wilayas. Les brigades mobiles, qu'est-ce que c'est? C'est des véhicules en fait qui contiennent du matériel d'extinction de feu qui ont été mis en place dans les 7 wilayas de pastorale. Cette année, en termes de plan d'action, nous comptons bien sûr renforcer la sensibilisation, mais il faut savoir que l'année dernière, nous avons beaucoup investi sur les supports de communication, sur les manuels de procédure, pour que justement cette campagne de lutte contre les feux de brousse soit plus systématique, qu'on n'ait pas à tâtonner à chaque fois et à chercher effectivement quelles sont les procédures. Donc des manuels de procédure ont été distribués à l'ensemble de nos délégations, également à l'ensemble des groupes pour savoir effectivement quelles sont les différentes étapes et quelles sont les actions qui doivent être menées. Le porte-parole du gouvernement, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, par ailleurs, Nani Woulchrouga, a présenté la communication relative au secteur minier. Il a rappelé que des recherches ont montré que la Mauritanie dispose de plus de 900 indices miniers, mais depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, 3 sociétés ont le monopole du fer, du cuivre et de l'or. Il s'agit notamment de la SNIM, du MCM et de Kirlostasia. Selon le ministre, la Mauritanie ne profite pas assez de ses ressources, d'où la mise en place d'une feuille de route afin de permettre aux détenteurs de 14 permis, dont 7 inactifs, de se remettre en marche. Un plan de travail a été adopté avec des objectifs à atteindre. Enfin, il a répondu à une question concernant l'intégration de la Mauritanie au Forum des pays exportateurs de gaz qui a été approuvé à Malabo. Nani Woulchrouga a souligné que cela constitue un indicateur de l'intérêt qu'on accorde au pays et constitue aussi un indicatif révélateur de son potentiel et des perspectives en termes d'exploitation de gaz. Et ça, c'était donc la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Pour cela, hier, c'était 5 membres du gouvernement qui étaient à la manœuvre devant la presse. Donc, conférence qui s'est tenue hier. Et lui, par contre, a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Lui, c'est ce colloque organisé par le club des juges et l'Association nationale des avocats. Et c'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui en a ouvert les travaux, la thématique de ce colloque avec Aminata Khan. L'impact du document national de réforme et de développement de la justice sur le climat de l'investissement en Mauritanie. C'est l'intitulé de ce colloque organisé par le Club des juges et l'Association nationale des avocats. Le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué lors de son discours que l'investissement est un pilier fondamental du développement et a besoin d'un climat qui le favorise, et il ne fait aucun doute que la réalisation de la sécurité juridique contribuera positivement à la réforme et au développement de la justice pour un changement de qualité. Les questions de la justice étant le fruit des efforts de toutes les parties concernées, indique-t-il, par le processus judiciaire, en particulier celles qui s'occupent du secteur commercial comme les organisations d'employeurs et les banques, et ceux qui ont contribué efficacement au développement des ateliers à la formulation du résultat. Lui succédant, le secrétaire général du club des juges, Moulay Ould Ali Moulay, a estimé que l'aspiration à un système judiciaire indépendant et impartial, doté des capacités matérielles et morales nécessaires à son développement et à sa responsabilisation, n'est pas une aspiration propre au seul juge, mais qu'elle est plutôt partagée par les avocats et les professionnels du métier. Au cours de la rencontre, les participants suivront des présentations sur les différents contenus du document national pour la réforme et le développement de la justice chez nous. Voilà, les magistrats
Et les avocats planchent depuis aujourd'hui sur donc les répercussions de la réforme de la justice sur le climat d'investissement en Mauritanie. C'est l'objet de ce colloque de 3 jours ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des visites, avec une arrivée, mais aussi avec la pluviométrie. Les images que vous voyez ici, c'est Nouakchott Sud. C'est une visite d'information effectuée ce matin là-bas par le wali de Nouakchott Sud. C'est surtout l'école Tfaïl ibn Oumar dans la Muqata'a d'Arafat. Une visite pour s'informer sur le déroulement du travail 13 jours après la reprise des cours. L'occasion pour le wali de se rendre dans les classes, de s'informer sur le déroulement des cours. L'occasion également pour lui d'insister sur la présence des élèves et enseignants et de respecter la tenue scolaire unique. Et ça, c'était pour Nouakchott Sud. Son collègue de Nouakchott Nord, de Nouakchott Ouest, lui aussi était en visite d'information. Une visite qu'il a conduite ce matin dans l'école primaire Sal Amadou Clédor dans la Muqata'a de Tevrarzena. Il a assisté à la levée de couleurs et il est au chant de l'hymne national par les élèves. On les voit ici. Et puis après cela, le wali a visité lui aussi des salles de classe pour s'informer justement sur la présence des élèves, des enseignants, le déroulement des cours. Ça, c'est à l'école donc Salamadou Clédor à Tevrarzene. C'est une école primaire et le wali a insisté au cours d'une déclaration qu'il a faite. Il a appelé les différents membres de la famille scolaire donc de faire tout pour la présence des élèves et des enseignants et surtout il a insisté sur la discipline. Et on reste dans le pédagogique à propos maintenant du livre scolaire. Vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a supervisé hier la caravane transportant les livres scolaires à l'intérieur du pays. Ce soir, on va s'intéresser à l'arrivée de ces livres dans 2 étapes. Ayoun, la capitale des Hauts d'Al-Gharbi, et Attar, la capitale de l'Adrar. Et c'est un compte-rendu de nos correspondants régionaux dans ces 2 wilayas, dans ces 2 capitales régionales, compte-rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Le nouveau lot de manuels scolaires est arrivé dans la ville d'Attar au profit des élèves et enseignants pour l'année académique 2023-2024 au niveau de la wilaya de l'Adrar. Dans ce cadre, le gouverneur de l'Adrar, Abdoulaye Ould Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a inspecté au siège de l'Institut pédagogique national des exemplaires de ces livres et manuels scolaires. Lors de cette inspection, la directrice régionale de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif de l'Adrar, Mme Aïcha Mint Hannoun, a apporté des précisions sur les quantités de livres fournis, s'élevant à plus de 30 000 manuscrits répartis entre les kiosques. Au niveau de l'Institut national de l'éducation d'Attar, le gouverneur et la délégation qui l'accompagnent ont été informés du nombre de livres qui sont disponibles et qui seront distribués ultérieurement. Le gouverneur a à la fin de cette visite souligné l'importance de ces livres, particulièrement au profit des apprenants. Arrivé aussi à Ayoun, capitale régionale de la wilaya du Hod-e-Gharbi, de 17 300 livres scolaires destinés aux élèves de la première et deuxième année fondamentale, ce qui rentre dans le cadre du processus de distribution de manuels scolaires aux élèves de cette wilaya. Le DREN, Sidi Mohamed Ould Oumar, a affirmé que ce lot de manuels scolaires rentre dans le cadre des efforts des autorités pour la réforme du système éducatif et répondre aux exigences de la mondialisation. Il a aussi indiqué que ces manuels vont être répartis au sein des différentes muqata dès la semaine prochaine. Chaque muqata, souligne-t-il, aura droit au nombre de livres conformément au système de quotas mis en place par la Direction régionale de l'éducation nationale. Voilà, les caravanes donc transportant les livres scolaires à l'intérieur du pays arrivent à destination. Ce soir, on vous a parlé de la destination d'Ayoun et celle d'Attar. Eh bien, on va terminer ce journal par la pluviométrie. 3 de nos wilayas de l'intérieur des pays ont été arrosés durant les dernières 24 heures.
Voilà, les Guidimaha, le Trarza et la Saba 3 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures et c'est sur cette pluviométrie que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au secteur 22 de Toujouli, Nouakchott Nord, où le président de la République a procédé ce matin au lancement du projet Nouvelle Vie au profit de familles défavorisées, précisément 9118 familles. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a tenu aujourd'hui une séance plénière, à l'issue de laquelle elle a publié un communiqué condamnant vivement et dénonçant aussi vivement l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Ici, nous sommes quelque part au ministère de la Justice avec ce colloque sur les répercussions de la réforme de ce secteur sur le climat d'investissement en Mauritanie. C'était un colloque organisé, donc un colloque de 3 jours ouvert aujourd'hui. Et puis, je vous signale que tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre un programme consacré justement à l'événement aujourd'hui que le président de la République, dont le lancement a été supervisé par le président de la République, le projet Nouvelle Vie. C'est un programme qui sera animé par mon collègue Ejiwan. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. منتهى الرأي موعد